On termine cette émission en parlant d'insectes avec Bastien Augéry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Innovafeed, spécialiste donc des insectes. On va revenir là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous avez levé le mois dernier 250 millions d'euros. À un moment où on disait beaucoup, finalement, les levées de fonds ralentissaient. Et là, je vois ce chiffre qui, quand même, est très, très significatif. Et je me dis, mais comment ont-ils fait pour aller séduire des investisseurs dans un moment qui n'était peut-être pas forcément le plus opportun qu'on ait connu? Tout à fait. Il y a eu une vraie difficulté dans ces opérations de financement avec le marché qui se tend sur un business qui est nouveau et en croissance. Ce qu'on a réussi à faire, c'est convaincre ces différents investisseurs grâce à la fois à nos assets qui sont notre base client avec des contrats d'enlèvement de plus d'1 milliard sur les 10 prochaines années, nos contrats d'implantation pour les prochaines unités de production en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, nos partenaires financiers existants. On a déjà Ecreadev et Temasek qui sont deux fonds d'investissement je dirais très réputés dans ce secteur-là, mais aussi la technologie, notre plateforme IP, notre plateforme technologique et l'ensemble des personnes qui constituent la société ont permis de convaincre ces investisseurs et on est aujourd'hui assez fiers d'avoir réussi à sécuriser dans un environnement assez complexe 3 grandes catégories d'investisseurs, des investisseurs souverains, avec notamment l'entrée de QIA, le fonds du Qatar, qui nous accompagne donc dans la durée pour les 5, 10, 15 prochaines années. Des investisseurs de type impact, avec notamment ABC World, qui est un fonds impact qui est extrêmement important pour notre business et ce qu'on a envie de créer. Et la dernière typologie d'investisseurs, qui sont les investisseurs corporate, et on a notamment ADM et Cargill, qui sont les 2 plus gros acteurs du secteur, qui nous ont rejoints dans notre aventure, alors qui étaient déjà partenaires chez Innovafeed, soit sur l'amont, soit sur l'aval, soit sur les deux, mais qui désormais nous accompagnent aussi au niveau capitalistique. Et c'est pour nous quelque chose qui est important d'avoir à la fois ces 2 acteurs, pas uniquement un, parce qu'on pourrait ensuite avoir des difficultés avec un seul acteur, alors que là on a les 2, donc c'est quasiment un consortium, et qui permet de montrer aussi, de démontrer à l'ensemble du secteur que ces investisseurs, ces acteurs industriels très réputés ont confiance dans le modèle, dans la technologie développée par Innovafeed. Et vous mentionnez des acteurs étrangers, notamment Temasek ou le fonds du Qatar. Comment ça se fait que vous attiriez des fonds étrangers? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent à ce que vous faites ailleurs dans le monde aujourd'hui? Alors, si je reprends un tout petit peu, on a aussi la BPI qui est rentrée à notre capital dans ce tour de table et on avait Creadev historiquement qui est le fonds de la famille Mullier. Mais effectivement, il a été nécessaire d'aller chercher des fonds étrangers, notamment des fonds souverains qui ont la capacité de pouvoir se positionner sur des secteurs comme les nôtres, qui sont des secteurs innovants, qui sont des secteurs aussi long terme. Et en France, il y a peu de fonds qui ont la capacité d'investir dans des secteurs comme les nôtres, qui sont des secteurs technologiques, industriels, nouveaux. Et c'est effectivement un peu un manque qui est en train d'être comblé, notamment par le travail que fait Emmanuel Macron sur ces différents sujets, en essayant de rebooster la BPI pour les industries et notamment les innovations industrielles à horizon 2030. Donc c'est un vrai effort qui a été fait, mais effectivement aujourd'hui en France on est assez, je dirais, pauvre dans le secteur financier, notamment en haut de bilan, pour accompagner des sociétés comme les nôtres. Alors on va revenir sur ce que vous faites. Vous faites des protéines de mouches soldats noirs destinées à l'aquaculture, des huiles d'insectes pour les porcs et les volailles, des engrais 100% naturels qui sont issus des déjections, donc des mouches. Dit comme ça ne semble pas très technologique et pourtant c'est un des premiers mots que vous avez prononcé. Vous avez dit on a une solution technologique. Où elle est la technologie là-dedans? Alors, ce qu'on a fait avec Innovafeed, c'est 3 choses. On a développé une technologie, et j'y reviendrai, un modèle pour en faire des produits qui répondent aux enjeux du 21e siècle, et notamment de produire plus pour accompagner l'évolution de la population en minimisant l'impact qu'on a sur nos ressources, que ce soit les ressources en termes d'émissions carbone ou de biodiversité. Donc c'est ces 3 grands éléments qu'on s'est évertué de construire chez Innovafeed. Pour revenir sur la partie technologique, aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de familles de brevets qu'on a déposées. Et cette famille de brevets constitue 3 grands pôles. Premier, c'est tout ce qui est lié à la science du vivant. Donc, ce qu'on fait, c'est on élève des insectes. Donc, on a besoin de comprendre comment nos insectes se nourrissent, grandissent, se développent. Et donc, on a un certain nombre de brevets liés
à la génétique, à la croissance de l'insecte, à la manière dont on vient formuler la recette pour alimenter nos insectes, les conditions de température, etc. Donc ça, c'est la première famille de technologies qu'on a développées. D'accord. Une deuxième famille de technologies, c'est autour des process et des équipements et de l'automatisme. C'est un process qui est innovant, où on a besoin de faire appel à de l'automatisme pour arriver à contrôler et faire de l'élevage de masse. Parce qu'on reproduit ce qui se passe dans la nature avec nos insectes, sauf qu'on le fait dans des très grandes usines. Et donc, on ne peut pas venir piloter ou monitorer un insecte après les autres. On a plusieurs milliards d'insectes dans nos usines, donc on a besoin d'avoir plusieurs milliards. Exactement. Donc, on a besoin d'avoir des process extrêmement efficaces, extrêmement automatisés pour pouvoir arriver à monitorer et à construire ces différents sujets. Donc pareil, on a des brevets liés à nos process, au système d'automatisme. Et le dernier élément, c'est la donnée. On a une chance, c'est qu'on construit des usines qui sont nouvelles, donc on a accès à énormément d'informations. On a plus de 3000 capteurs sur nos sites, ce qui veut dire qu'on a des données de température, de croissance, d'humidité, qu'on peut arriver à extraire, à collecter et à faire parler pour arriver à mieux comprendre nos process ou la vie de nos insectes. Et donc, c'est ces trois briques technologiques que l'on a constituées année après année pour arriver à construire un modèle qui soit performant d'un point de vue économique, mais aussi performant d'un point de vue environnemental. J'ai lu que cette levée de fonds dont on parlait allait vous servir à vous développer aux États-Unis. Mais en fait, moi, je vous ai reçu il y a 2 ans, je crois. Vous veniez déjà de boucler une levée de fonds de 140 millions, ce qui était déjà énorme. C'était justement pour vous implanter aux États-Unis. Donc, je me dis, ça n'a pas avancé. Où est-ce qu'on en est? Alors, on est dans un monde industriel qui est, à la différence du monde digital, qui peut être très, très rapide. Nous, c'est un monde industriel qui a un certain nombre d'éléments à préparer en amont d'une implantation. Donc, il faut qu'on aille sécuriser le terrain, qu'on aille sécuriser les contrats d'off-take, donc d'implantation et d'off-take, sécuriser l'ensemble du panorama réglementaire pour pouvoir arriver à nous implanter. Et donc, c'est ce qu'on a fait depuis la précédente levée de fonds. Et donc, cette levée de fonds aujourd'hui, c'est pour vraiment déployer le modèle aux États-Unis et lancer la construction. Donc, on a réussi sur ces dernières années à sécuriser un site aux États-Unis qui est à côté de Chicago, qui est la plus grande unité d'amidonnerie au monde, qui est le siège social aussi d'ADM. Et qui est rentré à votre capitale, c'est ça? Qui est rentré à notre capitale par ailleurs. Et c'est sur cette plus grande unité de production du monde que l'on va venir s'accoler pour bénéficier d'un certain nombre de synergies avec leurs activités et construire notre usine et produire nos insectes et nos différents produits. Alors, allez-y, expliquez-moi juste les synergies rapidement. Alors, effectivement, on a construit un modèle qui est extrêmement pertinent, encore plus dans le modèle actuel de tension sur les coûts énergétiques. C'est on vient s'implanter en proximité de nos fournisseurs de matières premières. Et donc, on vient récupérer 2 choses. On vient récupérer ce qu'on appelle des énergies fatales, donc des énergies qui sont aujourd'hui pas utilisées par nos partenaires industriels. Et donc, ça nous permet de chauffer, en quelque sorte, nos bâtiments d'élevage à moindre coût ou quasiment gratuitement, et gratuitement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue carbone. Parce qu'en fait, on ne génère pas de chaleur à partir du pétrole ou à partir d'autres éléments pour chauffer nos insectes. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième niveau de synergie est une synergie par les matières premières. On vient récupérer des déchets en quelque sorte de nos partenaires qui sont humides. Donc ça évite à nos partenaires de sécher ces matières premières. Et le séchage, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. Donc ça nous permet d'économiser, nous, des coûts, parce que ça nous permet d'acheter ces matières premières moins chères, mais ça permet aussi à nos partenaires de limiter leurs coûts de séchage. Et donc c'est un équilibre qui est gagnant-gagnant avec nos partenaires. Et c'est ce modèle-là qui est à la fois très résilient, parce que ça veut dire qu'on se source à 200 mètres à la ronde. Donc on a notre source de chaleur et nos sources de matières premières qui sont à 200 mètres de chez nous, ce qui veut dire que dans des tensions de supply chain, on est complètement immunisé par rapport à ça. Et le deuxième élément qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est qu'avec la montée des énergies, notre énergie sous forme de chaleur est gratuite, notre matière première permet de faire des économies d'énergie à nos partenaires. Donc en gros, plus les énergies augmentent, plus c'est intéressant pour nos partenaires de travailler avec nous. Donc c'est un modèle qui est très résilient et qui est encore renforcé par cette crise énergétique parce que ça montre qu'on peut arriver à être encore plus performant avec nos partenaires.
J'ai lu que vous aviez au début de l'année déposé un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché de l'alimentation humaine auprès de l'Autorité européenne de la sécurité des aliments. D'abord, où est-ce que ça en est? Et ensuite, quand on parle protéines de mouche, j'ai du mal à voir à quel moment ça va pouvoir se retrouver dans mon alimentation à moi. Donc à quoi ça pourrait ressembler? Alors c'est une très bonne question. Pour la petite histoire, Innovafeed est parti de l'alimentation humaine initialement lorsqu'on s'est lancé. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que vous faire changer de votre steak de bœuf par un steak d'insectes grouillants, c'était pas gagné. En tout cas, pas à très court terme. Et donc, on a mis ça un peu sur le côté. Et aujourd'hui, avec un certain nombre d'évolutions, c'est un projet qui est à nouveau extrêmement pertinent. Pour répondre à votre question sur l'autorisation, donc c'est un dossier qu'on a déposé fin d'année dernière, qui va être... pour l'instant, on a tous les rouages administratifs qui sont en cours et qui sera obtenu à peu près sur le milieu de l'année prochaine. Donc, il va nous permettre, à partir du milieu de l'année prochaine, de pouvoir arriver à vendre nos produits directement en nutrition humaine. Quelle forme est-ce que ça prendra? Ouais. 3 grands types de produits. On fait des produits soit pour la nutrition sportive, donc ça peut ressembler à des barres protéinées ou des shakers, parce qu'on a des très bonnes propriétés d'assimilation de ces protéines, elles sont extrêmement digestes. D'accord. Le deuxième élément, c'est sous forme de snacking, donc qui peut être sous forme d'apéro ou de bar. Troisième élément, c'est sous forme d'alternative aux viandes. Donc ça peut être par exemple des sortes de falafel ou du steak. Mais c'est toujours à partir de mouches ou ce sera d'autres insectes? Non, c'est toujours à partir de nos insectes qui sont effectivement des mouches soldats noirs. Donc c'est ces produits-là où on vient les retraiter. Donc c'est plutôt des larves qu'on vient travailler et on vient en extraire la partie, donc la protéine et les huiles. Et c'est ces 2 produits-là que l'on va utiliser comme matière première pour faire ces différents aliments. Et du coup, on sera sur des produits qui seront ultra transformés. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal avec ce que vous expliquiez avant, les notions d'impact notamment? Alors, effectivement, il faut faire la part des choses entre les différents points. Tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à réduire l'impact carbone de notre alimentation, mais aussi d'avoir une alimentation qui soit saine et de qualité. Les protéines et les huiles d'insectes sont des produits de très grande qualité, extrêmement digestes, avec les bonnes vitamines, les bons minéraux dans ces produits-là. Et donc, c'est des produits qui sont effectivement transformés. On ne mange pas un insecte comme ça. Alors, on pourrait le faire, mais je pense qu'il y aurait une certaine barrière psychologique avant qu'on arrive à le faire directement. Mais par le truchement d'autres produits, que ce soit des barres protéinées, des alternatives, on peut arriver à faire évoluer notre régime alimentaire progressivement. On n'est pas des révolutionnaires. Enfin, on ne pense pas qu'on puisse arriver à faire à manger, qu'on puisse arriver à nourrir des gens avec des insectes grouillants d'une manière massive et donc avoir un impact massif. Pour avoir un impact massif, il faut que ça soit adapté et adopté par les différentes personnes. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on arrive à trouver le meilleur mode de fonctionnement pour faire accepter ce type de protéines qui est assez nouvelle en Europe. C'est sûr. Moi, j'en ai encore jamais mangé. et je pense que c'est très différent pour des animaux. Pour des animaux, c'est des truites, des saumons, c'est ce qu'ils mangent à l'état naturel. Donc, c'est de reproduire leur régime naturel. Donc, c'est des éléments qui sont à la fois performants pour eux, mais aussi naturels. Pour l'homme, c'est aussi performant et c'est naturel, mais ça nécessite un changement d'habitude alimentaire. Merci beaucoup, Bastien Augéry. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Innovafeed. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.